Merci. Bonjour à tous. Un grand merci à la CCI pour cette invitation à parler d'une thématique qui me tient à cœur. Je ne sais pas si c'est un petit problème de la réanimation et si c'est pas plutôt un gros problème. Enfin, moi, je ne sais pas, mais si je dors mal, je suis infect avec l'entourage. Et peut-être vous le supportez bien, la carence sommeil, mais moi pas. Et j'ai plus envie de rien faire. Et si j'étais un patient de réanimation, je suis pas sûr que ça aurait pas un gros impact sur ma motivation, notamment je pense aux patients qui sont en train de récupérer et qui ont besoin d'être volontaires. Et c'est pour ça que je ne suis pas certain que tout ça ce soit un petit problème. Mais lien d'intérêt. On a mis beaucoup de temps à s'intéresser à cette question. Et on s'est intéressé à la douleur. Mais le sommeil, comment les patients de réanimation le perçoivent, on a mis beaucoup de temps à s'y intéresser. Alors oui, j'ai pas de pointeur, bon. Et puis un jour, il y a des équipes qui ont posé simplement à des malades de réanimation la question comment vous cotez la qualité de votre sommeil en réanimation entre 0, enfin 1, c'est très mauvais, et 10. Et puis ils ont comparé avec le sommeil à la maison. Et on s'est aperçu que c'était mauvais. C'était très mauvais. Et qu'on avait toujours sous-estimé ça. Alors, si on regarde la quantité de sommeil, elle n'est pas si mauvaise que ça. Chez les patients de réanimation, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ils font bien 6 heures. Ils ne font pas 2 heures. Ils font bien 6 heures, 6 heures et demie, parfois 7 heures. Mais regardez, ici, c'est sur ce graphique, vous avez une journée de 24 heures, et les barres noires, c'est les temps de sommeil, les barres blanches, c'est les temps d'éveil. Moi, ça ne ressemble pas à ma journée normale. Ma journée normale, il y a une grande barre noire la nuit, une petite barre noire après le déjeuner, mais il n'y a pas des petites barres noires partout. Et donc on se rend compte que le sommeil des patients de réanimation, il est fragmenté. Et peut-être mis bout à bout, c'est pas mal la durée de sommeil, mais c'est plein de petites périodes de sommeil et ça c'est très mauvais. Alors après, le sommeil, on peut rentrer dans les détails, on peut regarder son architecture. Et on sait qu'il y a plusieurs stades de sommeil. Il y a des stades lents superficiels, on ne se repose pas beaucoup. Lent profond c'est quand on vous réveille et là vous ne savez plus où vous êtes. Ça c'est très important, c'est très récupérateur. C'est récupérateur physiquement et psychiquement. Et puis vous avez le stade de sommeil paradoxal, qui est peut-être celui dans lequel on rêve, c'est pas certain. Et ce stade, il est aussi très important pour la récupération de l'organisme. Alors, on peut le mesurer, hein, c'est ce qu'on appelle des hypnogrammes, mais en tout cas, ce qu'on sait maintenant des patients de réanimation, c'est que les stades importants et récupérateurs, ils sont très diminués, parfois même inexistants. En tout cas, ils sont 10 fois inférieurs à ce qui est observé chez un sujet normal, et sont augmentés les stades superficiels et pas récupérateurs. Donc au total, on a un sommeil qui est complètement déstructuré, fragmenté, avec des stades récupérateurs qui ont quasiment disparu. Alors on pourrait se dire, bon, et alors, ok, ils vont juste être un peu en rogne, bon, et ils ont plein d'autres raisons d'être en rogne, nos patients. D'accord, mais très probablement, il y a des conséquences. La carence en sommeil, c'est très associé avec ce qu'on appelle le délirium, c'est-à-dire que la confusion du patient de réanimation, qui la nuit ne sait plus où il est, qui fait n'importe quoi, c'est très associé. Probablement, ça fait du syndrome de stress post-traumatique, et c'est très associé aussi. Et puis, il est aussi probable que ça altère les fonctions cognitives des patients, et donc la difficulté qu'ils ont à comprendre ce qu'on leur dit. Ce qui est moins démontré, c'est l'effet sur le sevrage, l'immunité, les équilibres hormonaux, mais il est très probable que dans les années à venir, on montrera que ceci est important. Au total, si on prend tout ce qu'on appelle les stresseurs, c'est-à-dire toutes les misères que subit un patient de réanimation et qui vont altérer son bien-être, la dyspnée, la douleur, l'impossibilité de communiquer, la perte de contrôle de son environnement, la soif, l'anxiété, eh bien, on retrouve dedans la carence au sommeil au même titre que les autres et dont on doit y faire attention. Alors,
Si on se pose la question, je veux y faire attention au sommeil, je veux prêter attention à cet élément important du bien-être, du bien-vivre, la réanimation, entre guillemets, de mon patient, je dois réfléchir à quels sont tous les facteurs qui vont altérer le sommeil de mon patient. Et on se met à plusieurs autour d'une table et on se dit, qu'est-ce qui va le perturber? Alors on va dire, il y a les activités de soins. Il y a les procédures diagnostiques. Oui, chaque fois qu'on fait une ponction en pleine nuit, ça va le réveiller. Bon. Les sédatifs, l'analgésie, ça va perturber le sommeil, je vais vous parler de ça. Les dimensions de pathologie psychiatrique préexistantes. La douleur, quand on a mal, on dort moins bien. La réponse inflammatoire à l'agression. Plus un patient est agressé, plus on a une pneumonie sévère, moins son sommeil sera de bonne qualité, c'est assez bien montré. Les dysfonctions d'organes, c'est pareil. Le stress, le bruit, bien sûr, la lumière, comme chez vous, s'il y a du bruit de la lumière, vous dormez moins bien. Et donc, tous ces facteurs méritent qu'on s'y intéresse et qu'on essaye de les contrôler de façon à améliorer la perception, le mieux vivre du patient et la qualité de son sommeil. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on va avoir beaucoup de mal à jouer. Ah oui, les dysfonctions d'organes, la réponse inflammatoire, soyons honnêtes, c'est principalement du soin lourd. C'est les antibiotiques, c'est la bonne prise en charge du patient de réanimation. Donc ça, c'est plutôt associé aux gros problèmes. Oui, effectivement, on doit donner des soins de qualité à nos patients de réanimation, mais ça, c'est une évidence et ce n'est pas l'objet de l'exposé. Contrôler la douleur, ça, c'est important. Mieux on contrôle la douleur, mieux le patient dormira. La sédation et l'analgésie est importante. Alors, ça a été beaucoup étudié. La sédation et le sommeil ont probablement un point commun, c'est que la personne qui dort et qui est sédatée, les deux là, ils bougent pas et ils ont les yeux fermés. Mais c'est seulement les deux points communs. Il y a des différences. Le sommeil, c'est spontané. La sédation, non. Le sommeil, on s'endort tout seul. La sédation, on injecte quelque chose. Le sommeil, c'est un cycle circadien, ça revient tous les jours. La sédation, non, c'est ce que vous donnez. Le sommeil, c'est réversible quand on stimule, pas la sédation. Et le sommeil est une fonction biologique essentielle, la sédation est plutôt un problème. Et donc, je crois qu'il faut qu'on bannisse une fois pour toutes de notre langage un terme qui est le malade dort. Non, le malade sédaté ne dort pas. Il traverse des choses qui sont totalement différentes du sommeil. Si vous regardez son électroencéphalogramme, ce n'est pas du sommeil. Non, le malade ne dort pas. Donc on regarde le malade, il dort le malade? Non, il ne dort pas. Il ne bouge pas, il est sédaté, mais il ne dort pas. Alors, pourquoi il ne dort pas? Eh bien parce que tous les sédatifs qu'on donne vont puissamment altérer la qualité du sommeil. Les benzodiazépines, donc le midazolam, grosso modo, ont un effet catastrophique sur l'architecture du sommeil. Et c'est aussi vrai des petits hypnotiques qu'on donne, quand on dit oh, on va pas, lui, le patient va un peu mieux, même il est extubé, il va mieux, là, puis vous commencez à lui donner des benzodiazépines pour qu'il dorme mieux la nuit, sommeil déstructuré. Il ne faut pas s'étonner que parfois on ait un délirium à 3 heures du matin. Le propofol, on adore le propofol. Une illusion totale. Il ne bouge pas le malade, mais il ne dort pas. D'ailleurs, un patient qui a une courte anesthésie générale pour une endoscopie digestive et qui reçoit une dose de propofol a un sommeil déstructuré pendant les 4 jours qui suivent. Donc non, on ne dort pas avec du propofol. La dexmédetomidine, qui est un nouveau sédatif, a été peu évalué. Il y a quelques signaux positifs, mais jusqu'à présent, pas suffisamment pour qu'on puisse admettre le fait que c'est un bon sédatif pour le sommeil. La mélatonine, là on n'est plus dans les sédatifs, on est dans les traitements pour aider le patient extubé à dormir, n'a pas été évaluée et il est possible qu'elle ait des effets bénéfiques sur le sommeil, mais n'ait pas été assez évaluée en réanimation. Donc la sédation déstructure le sommeil et il n'y a pas de bonne solution, à part en donner le moins possible. Et puis nous avons les activités de soins, le bruit, la lumière, qui sont finalement indispensables à notre travail.
on ne peut pas travailler sans lumière, on ne peut pas travailler sans bruit, un petit peu de bruit au moins. Et puis, en réanimation, les procédures diagnostiques sont répétées, c'est le cœur de la réanimation, et c'est pour cela que les patients y sont. Il faut donc essayer de comprendre ce qui gêne le plus les patients afin d'avoir une action dessus. Alors, quand on demande à des patients, voilà, parmi toutes ces activités humaines, lesquelles ont été vraiment pénibles pour vous et lesquelles ont été... Enfin, cotez-moi ces activités humaines, quoi. Dites-moi entre 1 et 10, dites-moi en quoi ça a été problématique pour votre sommeil. Donc là, la barre grise, c'est assuré, là, c'est la moyenne. Donc elle nous permet de faire une moyenne et puis de nous dire qu'est-ce qui est pire que la moyenne et qu'est-ce qui est plutôt mieux que la moyenne. Donc, ce qui est pire que la moyenne, ils disent vraiment ce qui est pénible, c'est la prise des constantes vitales. Non, ça vraiment, ils disent c'est pas terrible. C'est vrai, imaginez, vous êtes en train de dormir, puis toutes les 15 minutes, vous avez un truc qui se gonfle, comme ça. Vous avez juste essayé chez vous une fois, là, vous allez voir, c'est horrible, quoi. Bon. Et puis ils disent les ponctions, quoi. Les ponctions, ça c'est vrai que c'est pas sympa. Ils disent 3 heures du mat, je venais de m'endormir, là, ping, c'est un peu dur. Et ils disent finalement, dans les trucs finalement pas si terribles que ça, ils disent la lumière, c'est pas si terrible que ça. Bon, moi je suis surpris, mais voilà. Et puis ils disent que les administrations de médicaments, ça les a pas traumatisés outre mesure. Néanmoins, le bruit, on a envie de s'y intéresser. Ça, c'est le tracé EEG d'un patient de réanimation. Et en bas, dans le rond bleu, non, il ne marche toujours pas le pointeur. Dans le rond bleu, vous avez un pic de bruit. Et dans le rond rouge, je vous ai montré ce qui se passe sur l'électroencéphalogramme du malade. Un pic de bruit, il se réveille. Alors, on a demandé à des patients de réanimation, encore une fois, cotez-moi, entre 1 et 10, comment vous avez vécu les bruits et comment ils ont impacté votre sommeil. Donc encore une fois, on fait la moyenne et ils disent vraiment ce qui a vraiment été pénible, ce que j'ai vraiment le plus mal vécu, c'était les gens qui parlent. Ok, d'accord, bon, on va faire un effort, hein, on va pas trop se marrer autour de vous, quoi. Et puis les alarmes. Quand ils disent les paroles, je trouve que c'est important pour nous. Ça veut dire quand on rentre dans la chambre, même si on a des choses importantes à se dire la nuit au sujet d'un patient, on le fait avant. Et on le fait après. Et si on est deux et qu'on doit faire un soin à deux, on parle avant, on parle après, mais on évite de parler pendant. Et puis ils disent l'autre chose, c'était les alarmes. Et donc ça doit nous amener à réfléchir et à se dire... peut-être qu'il faut repenser nos systèmes d'alarme dans les services de réanimation avec un système d'alarme déporté où il n'y a pas un maximum de bruit dans la chambre mais du bruit à l'extérieur. Peut-être c'est une réflexion à avoir. Et puis ils nous disent finalement, voyez, les télévisions, les téléphones, les beepers, ça m'a pas tant que ça traumatisé. Alors, quelle solution on a ? Nous, on n'a pas tant que ça de solution pour lutter contre tous ces bruits. Et peut-être une solution, c'est de protéger le patient. S'il est d'accord, bien sûr, avec par exemple un masque anti-lumière et des bouchons d'oreille. Et ça a été étudié. Il y a des équipes qui ont essayé de voir si on pouvait améliorer le sommeil par ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de patients sont très réticents. En fait, moins ils communiquent, et donc plus ils sont dépendants de l'aide extérieure, moins ils tolèrent ces traitements parce qu'ils ne peuvent pas les retirer eux-mêmes. Donc vous imaginez juste, vous êtes intubé, vous ne pouvez pas parler, puis on vous met un masque anti-lumière, puis des bouchons d'oreille. Vous voyez le cauchemar absolu. Bon, donc ça, les patients, ils n'aiment pas. Mais un certain nombre, à partir du moment où ils arrivent à bien interagir avec l'extérieur, acceptent ces masques anti-lumière et finalement peuvent en trouver un certain bénéfice. Ça, c'est une étude qui a été faite en SSPI, et en SSPI, ça marche pas mal, avec quelques bons bénéfices sur la qualité de sommeil. Et finalement, ce qui est beaucoup prôné, c'est ce qu'on appelle l'intervention multifacette, où on va, dans une équipe, avoir une vraie politique qui vise à améliorer la qualité de sommeil. Et donc, toute l'équipe se dit, maintenant, j'améliore la qualité de sommeil de mes patients. Étape 1, on fait par étapes. Étape 1,
on essaye de diminuer les interruptions de sommeil, le calme la nuit, pas de lumière, activité de soins, on essaye d'être calme. Et le jour, on ouvre les volets, on bouge le patient, on l'empêche de dormir quasiment, et on essaye de lui remettre un bon rythme. Étape 2, on propose masque anti-lumière, bouchon d'oreille, musique. Et étape 3 seulement, un peu de médicaments, mais pas trop. Peut-être un jour, ce sera de la mélatonine. Conclusion, améliorer le sommeil de nos patients, c'est possible, et je pense plus, c'est important. Il faut maîtriser le bruit et la lumière, il faut maîtriser l'environnement. On doit maîtriser l'environnement. Il faut faire attention à l'alternance jour-nuit et à la protection individuelle des patients. Faire attention aux soins, aux prises de constante et aux ponctions. Il faut mieux utiliser les sédatifs. Et là, je crois qu'il y a un énorme champ de travail et on a beaucoup à gagner à mieux utiliser les sédatifs. Et bien sûr, contrôler la douleur et aussi bien régler le ventilateur, car un ventilateur mal réglé, ça empêche un patient de dormir. Je vous remercie de votre attention.